5 milliards de francs CFA enfermés dans une valise traversent la nuit de Ouagadougou comme une rupture silencieuse. À cet instant, l'argent liquide ne promet plus un investissement, mais révèle une tentative brutale de peser sur le destin d'un État fragilisé, loin des discours officiels. Que signifie, pour un spectateur extérieur, laisser une somme décidée à la place d'un peuple? Et pourquoi Ibrahim Traoré voit-il là une ligne à ne jamais franchir? Quand l'avenir d'un pays tient dans une valise, la souveraineté cesse d'être un mot abstrait. Ce récit ne se contente pas de raconter la saisie d'une valise, ni d'exposer un scandale financier isolé. Il propose une grille de lecture précise pour comprendre comment l'argent liquide et des structures dites humanitaires et des intermédiaires apparemment respectables peuvent devenir des leviers d'influence dans un État en transition. L'enjeu est clair pour le spectateur. Apprendre à reconnaître les risques invisibles qui apparaissent lorsque les décisions politiques se jouent loin des regards, dans des échanges feutrés et des promesses ambiguës. À travers le cas burkinabé, l'histoire promet de montrer comment une opération discrète peut menacer la souveraineté sans provoquer de crise ouverte et pourquoi cette forme d'ingérence est souvent plus efficace que la contrainte directe. Le fil conducteur est simple: suivre les détails concrets pour comprendre le mécanisme global. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, chaque geste observé, chaque hésitation notée devient un indice permettant de mesurer jusqu'où un pays peut être poussé sans même s'en rendre compte. Si une seule valise suffit à révéler un système entier, que reste-t-il à découvrir derrière celles qui ne sont jamais interceptées? La révélation tombe d'emblée. Tout commence par une interpellation presque banale et une valise contenant 5 milliards de francs CFA. En quelques minutes, ce détail matériel fait apparaître un mécanisme d'ingérence bien plus vaste que l'incident lui-même. À partir de là, le récit remonte le fil sans élargir artificiellement le cadre. La somme saisie n'est ni un investissement déclaré, ni un prêt négocié. Elle fonctionne comme un signal destiné à tester des loyautés au moment précis où l'État traverse une transition fragile. Le contexte est celui d'une guerre invisible, selon les mots employés par Ibrahim Traoré, où l'affrontement ne se joue pas sur des lignes de front, mais dans des salons discrets, des bureaux loués à court terme et des accords rédigés d'avance. L'argent liquide sert ici d'accélérateur. Il permet d'agir vite, de contourner les circuits officiels et de masquer l'origine réelle des décisions à venir. Le spectateur comprend progressivement que la valise n'est pas une fin en soi, mais une porte d'entrée. Autour d'elle gravitent des intermédiaires formés à l'étranger, des financiers au discours lisse et des structures présentées comme humanitaires, capables de déplacer des fonds sous couvert de coopération. Chaque élément, pris isolément, paraît anodin. Mis bout à bout, ils dessinent une carte secrète du pouvoir où l'influence se glisse dans les interstices d'un État encore vulnérable. Dans ce cadre, le rôle des services burkinabés devient central. Plutôt que de bloquer immédiatement les approches, ils observent, notent, laissent les propositions se déployer pour en comprendre la logique. Cette méthode révèle une stratégie patiente. Identifier les relais, mesurer la profondeur du réseau et évaluer jusqu'où il peut aller avant de devoir intervenir. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, cette phase d'observation transforme une rumeur persistante en un dossier structuré, capable d'exposer non seulement un acte, mais un système. C'est ici que se referme la première boucle de curiosité. La distance entre une somme d'argent et le destin d'une nation n'est pas abstraite. Elle se mesure dans ces interactions minimes où, sans bruit, un pays peut basculer. Les véritables acteurs de cette séquence ne sont ni les financiers venus de l'extérieur, ni les intermédiaires sur d'eux.
mais un noyau restreint d'officiers burkinabés placés au cœur de la chaîne de commandement. Leur rôle est discret, presque effacé et pourtant décisif. Ce sont eux qui perçoivent les premiers signaux faibles, une rumeur insistante, une proposition présentée comme un simple soutien, un rendez-vous informel dont l'objet reste volontairement flou. Rien à ce stade ne justifie une réaction brutale. Un premier officier accepte ainsi une rencontre anodine dans un bureau loué pour quelques jours. Le ton est poli, les intentions enveloppées d'un vocabulaire rassurant, et la discussion semble tourner autour d'une transition politique décrite comme inévitable. Ce n'est qu'à la fin de l'échange que la valise apparaît, même brièvement, comme une évidence tardive. La scène est gelée courte, mais elle révèle la méthode. Entrer par la porte la plus ordinaire pour rendre l'exceptionnel acceptable. Un second épisode concerne un officier plus jeune, à qui l'on promet une progression accélérée au sein de la hiérarchie. Là encore, le piège se cache dans les détails. Un protocole déjà imprimé, des engagements financiers prêts à être activés, une vision de l'avenir présentée comme une formalité administrative. Chaque approche est différente, mais toutes obéissent à la même logique graduelle. L'impact immédiat de ces interactions n'est pas visible à l'extérieur. Pourtant, en interne, elles produisent un effet clair. Elles permettent de cartographier les relais, de comparer les discours et d'anticiper les mouvements. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, et que cette accumulation de scènes mineures transforme une tentative diffuse en un schéma lisible. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont ces choix silencieux, bien avant l'arrestation, qui empêchent la bascule. Avant la saisie, tout ressemble à une succession de gestes ordinaires. Des appels brefs passés depuis des lignes sécurisées, des rendez-vous improvisés dans des restaurants sans signe distinctif, des chambres d'hôtel louées à la semaine, réglées en liquide sans laisser de traces durables. Pris séparément, ces éléments n'alertent pas. Mis bout à bout, ils dessinent une progression méthodique conçue pour s'insérer dans les failles d'un appareil d'État sous pression. Le déclenchement réel intervient lorsque les services burkinabés établissent que l'argent ne provient pas d'une source isolée. En recoupant les informations, ils identifient des circuits déjà observés dans d'autres tentatives de déstabilisation régionale. À ce stade, l'enjeu change de nature. Il ne s'agit plus de vérifier un acte ponctuel de corruption, mais de comprendre l'architecture d'un réseau structuré capable de coordonner ses actions en fonction de la situation sécuritaire du pays. Les échanges s'intensifient précisément lorsque certaines zones du Nord connaissent des tensions accrues, comme si l'instabilité servait de levier supplémentaire. La montée vers le point culminant se fait sans précipitation. Les autorités choisissent de ne rien interrompre trop tôt. Chaque proposition est enregistrée, chaque promesse notée, chaque hésitation analysée. Cette lenteur apparente est stratégique. Elle permet de laisser le dispositif adverse se déployer suffisamment pour devenir lisible. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, la consigne est simple et constante: observer, cartographier, puis agir sans laisser d'issue au repli. Le moment du basculement arrive le 8 novembre 2024 dans un hôtel du centre de Ouagadougou. L'intermédiaire croit toucher au but. La valise est présente, lourde, prête à être échangée contre des engagements précis. L'opération est pensée comme une formalité, l'aboutissement logique de semaines de contact. Au signal convenu, une unité spéciale intervient. L'action est rapide, silencieuse, sans violence inutile. Les gardes sont neutralisés, l'homme arrêté, la valise saisie, aucun coup de feu n'est tiré. En quelques minutes, la trajectoire d'un projet soutenu de l'extérieur s'effondre. Les répliques suivent immédiatement. Les enquêteurs tracent l'origine des fonds
identifient l'action des sociétés écrans et établissent des connexions avec plusieurs capitales régionales. L'affaire sort de l'ombre et se diffuse rapidement dans l'espace public. Des images circulent montrant Ibrahim Traoré entouré de soldats restés loyaux. Pour une partie de la population, cette scène devient un symbole clair, le refus d'être acheté, même au prix d'une confrontation silencieuse. Ce qui devait rester une opération feutrée devient alors un événement politique. La séquence complète, déclenchement discret, montée progressive, intervention ciblée, montre comment une tentative d'ingérence peut être neutralisée sans chaos. Avant, l'influence avançait masquée. Après, elle est exposée, documentée et débattue. C'est cette transition brutale mais maîtrisée qui donne à la valise sa portée réelle. Non pas un scandale isolé, mais un révélateur de méthode. Le passage aux chiffres marque un changement de registre. Ce qui relevait jusqu'ici d'opérations discrètes et de récits fragmentés prend une forme mesurable, destinée à rendre visible un phénomène resté longtemps dans l'ombre. La première donnée publiée concerne les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs. Ces FA ont transité par des comptes liés à des organisations présentées comme humanitaires. Ce chiffre dépasse la seule valise interceptée et établit une base claire. L'argent saisi n'est qu'un fragment d'un circuit plus large. En d'autres termes, la tentative d'ingérence ne repose pas sur un geste isolé, mais sur une capacité à injecter des fonds de manière répétée, rapide et difficilement traçable. La deuxième série de données porte sur les communications. Les enquêteurs recensent qu'à 32 appels échangés en moins de 3 semaines entre les intermédiaires interpellés et leurs relais situés à l'étranger. La valeur de ce chiffre ne réside pas seulement dans son volume, mais dans son rythme. Les pics de communication correspondent à des moments précis où certaines unités militaires faisaient face à des tensions accrues sur le terrain. Cette corrélation suggère une coordination active, capable d'adapter ses instructions à l'évolution de la situation sécuritaire. Pour les services burkinabés, ces échanges confirment que l'opération visait à tester la solidité des forces restées loyales autour d'Ibrahim Traoré en exploitant les moments de fragilité. Le troisième indicateur concerne la réaction sociale. Dans les 48 heures suivant l'arrestation, plus de 1,2 million de messages de soutien sont recensés sur les réseaux sociaux. Cette mesure ne prétend pas refléter l'opinion de l'ensemble de la population, mais elle indique un basculement rapide dans l'espace public. L'affaire cesse d'être perçue comme une manœuvre obscure pour devenir un symbole partagé. La valise de 5 milliards cristallise des inquiétudes anciennes sur l'ingérence extérieure et transforme un événement technique en récit collectif. Pris ensemble, ces trois blocs chiffrés dessinent une structure cohérente. Les flux financiers montrent la profondeur matérielle du réseau. Les communications révèlent avec sa méthode d'action et son niveau de coordination. La réaction populaire met en lumière les effets immédiats d'une exposition publique sans passer par la violence. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ces données sont présentées comme des repères, non comme une démonstration idéologique. Elles servent à déplacer le débat. Il ne s'agit plus de croire ou de douter, mais de comparer des volumes, des rythmes et des effets observables. Ce socle chiffré referme une deuxième boucle de curiosité. Si les preuves sont aussi structurées, comment peuvent-elles être interprétées différemment à l'extérieur? C'est précisément cet espace de contradiction qui ouvre la séquence suivante où les arguments opposés prennent forme. Sur la scène internationale, l'affaire de la valise donne lieu à deux lectures opposées, chacune cohérente et portée par des arguments structurés. La première, relayée par plusieurs chancelleries occidentales, présente l'épisode
comme le symptôme d'une dérive sécuritaire. Selon cette lecture, les autorités burkinabées surestimeraient les menaces d'ingérence, nourriraient une forme de paranoïa d'État et risqueraient à terme de s'isoler de partenaires essentiels. La suspension de certains programmes, l'arrêt de coopération et la perspective de sanctions économiques sont invoqués comme preuve d'un affaiblissement prévisible. L'argument central est pragmatique. Un pays confronté à des défis sécuritaires et économiques majeurs ne peut se permettre de rompre avec ses alliés traditionnels sans accroître sa vulnérabilité. La seconde lecture adopte une position inverse et s'appuie sur une critique de la dépendance structurelle. Défendue par une partie de la jeunesse intellectuelle africaine et par des analystes régionaux, elle considère que les programmes conditionnels et certaines formes de coopération entretiennent un cycle de fragilité à long terme. Dans ce cadre, l'épisode de la valise n'est pas une anomalie, mais un révélateur. Il montrerait comment des financements présentés comme neutres peuvent servir à orienter des décisions politiques, notamment dans des périodes de transition. Cette approche voit dans la fermeté affichée par les autorités, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, une tentative de rompre avec des pratiques anciennes, même au prix de tensions diplomatiques. La réfutation ne consiste pas à disqualifier l'un de ces camps, mais à confronter leurs affirmations aux données disponibles. Les chiffres publiés après l'arrestation indiquent une hausse de 7% de la production aurifère en 2024 et une augmentation de 12% des recettes minières. Ces éléments ne garantissent que pas une trajectoire sans risque, mais ils fragilisent l'idée selon laquelle toute rupture conduirait mécaniquement à un effondrement économique. Ils montrent plutôt une zone intermédiaire où des ajustements sont possibles sans conséquences immédiates catastrophiques. Ce face-à-face d'arguments redessine le débat. Il ne s'agit plus d'opposer ouverture et fermeture, mais d'évaluer à quelles conditions un État peut défendre sa souveraineté sans se couper du monde. C'est cette tension non résolue qui prépare le terrain du point médian du récit. Cette formule, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une prise de parole improvisée, marque un basculement net dans le récit. Elle ne se limite pas à une réaction à chaud après une arrestation. Elle redéfinit le cadre même dans lequel l'affaire de la valise est désormais interprétée. À partir de cet instant, l'épisode cesse d'être seulement une opération de sécurité réussie pour devenir une déclaration politique assumée, adressée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le changement de lecture est immédiat. Jusqu'ici, la question centrale portait sur l'existence ou non d'un réseau d'ingérence. Avec cette phrase, le débat se déplace. Il ne s'agit plus de prouver une menace, mais d'affirmer une limite. Le message est simple, presque brut, et c'est précisément cette simplicité qui lui donne sa force. Elle transforme une séquence technique faite de chiffres et de procédures en un symbole facilement appropriable par la population. Ce tournant décisif agit aussi comme un filtre. Les soutiens y voient l'expression d'une souveraineté retrouvée, tandis que les critiques y lisent le signe d'un durcissement politique. Mais dans les deux cas, le cadre a changé. La valise n'est plus seulement la preuve d'une tentative d'achat de loyauté, elle devient le point de référence d'une ligne rouge désormais publique. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette ligne restructure le récit et prépare les conséquences concrètes qui vont suivre pour l'État, l'économie, la société et la région. Les effets de l'affaire de la valise se déploient désormais sur plusieurs niveaux, chacun révélant ce que signifie concrètement une ligne de souveraineté assumée. Pour l'État burkinabé, l'épisode devient un levier politique et administratif. Les autorités engagent une renégociation de certains contrats miniers imposant des clauses plus strictes sur la répartition des revenus et les obligations de réinvestissement local.
Cette démarche ne supprime pas les contraintes budgétaires, mais elle redonne une marge de manœuvre institutionnelle. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la saisie d'une valise se transforme en argument pour affirmer que les ressources stratégiques ne peuvent plus être négociées hors de tout contrôle public. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le message est plus ambivalent. Les règles deviennent plus exigeantes, parfois perçues comme imprévisibles, ce qui suscite des inquiétudes chez certains investisseurs. Dans le même temps, cette clarification réduit une zone grise longtemps exploitée par des intermédiaires. Des acteurs économiques y voient d'où l'opportunité de partenariats plus transparents et fondés sur des engagements vérifiables plutôt que sur des arrangements discrets. Le marché s'ajuste, non sans tension, à un environnement où la stabilité repose davantage sur des cadres formels que sur des relations informelles. Du point de vue de la population, l'impact est avant tout symbolique, mais il entraîne des effets sociaux réels. L'affaire agit comme un électrochoc. Les messages de soutien, les débats publics et les discussions dans les quartiers traduisent une réappropriation du discours sur la souveraineté. Sans effacer les difficultés quotidiennes, cet épisode renforce l'idée que les décisions nationales ne sont pas entièrement hors de portée des citoyens. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne alors moins un dirigeant que le point de cristallisation d'un refus collectif d'être acheté. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent les frontières du Burkina Faso. Les échanges avec le Mali et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel prennent une dimension nouvelle. La coopération sécuritaire et économique est présentée comme une alternative au circuit traditionnel de dépendance. Cette convergence reste fragile, mais elle s'appuie sur un récit partagé, celui d'États cherchant à redéfinir leurs relations d'extérieur à partir de leurs propres priorités. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré circule de plus en plus comme le symbole d'un repositionnement géopolitique, observé avec attention bien au-delà du Sahel. Ces 4 lignes d'impact montrent que la valise n'est plus un événement isolé. Elle devient un révélateur durable, capable de recomposer les équilibres internes, économiques, sociaux et régionaux, bien après l'arrestation initiale. À partir de l'affaire de la valise, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais offrir un cadre de lecture pour comprendre comment une ligne politique peut produire des effets contrastés selon le contexte. Dans le scénario de base, le plus probable à court terme, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Les institutions poursuivent leur consolidation progressive, les forces armées maintiennent leur cohésion et les réformes engagées dans le secteur minier avancent par ajustements successifs. La croissance reste modérée, suffisante pour éviter un choc économique, mais insuffisante pour transformer rapidement les conditions de vie. Les tensions diplomatiques persistent sans dégénérer. Dans cette configuration, la stratégie portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique d'endurance. Tenir la trajectoire, absorber les pressions et privilégier la stabilité sur la vitesse. Le scénario le plus favorable repose sur une intégration régionale renforcée. Si les projets communs avec le Mali et le Niger se concrétisent, notamment dans les domaines agricoles, énergétiques et sécuritaires, un effet de levier pourrait apparaître. La mutualisation de certaines infrastructures réduirait les coûts, sécuriserait des axes commerciaux et renforcerait la capacité de négociation collective. Cette convergence offrirait au Burkina Faso une marge accrue face aux partenaires extérieurs, tout en limitant l'isolement redouté par certains observateurs. Dans cette hypothèse, la ligne incarnée par Ibrahim Traoré deviendrait un modèle régional,
cité comme une tentative crédible de redéfinition des rapports de force. Le scénario le plus risqué repose sur l'hypothèse d'un durcissement extérieur, des sanctions financières, des campagnes de dénigrement ou de nouvelles tentatives de déstabilisation pourraient fragiliser l'économie et la cohésion sociale. Une contraction de l'activité suffirait à rouvrir des fractures internes et à redonner de l'espace au réseau cherchant à influencer le pays de l'extérieur. Ce risque demeure réel même s'il n'est pas certain. Face à ces trois trajectoires, une clé de lecture s'impose. Ne pas confondre vitesse et direction. Les variations à court terme comptent moins que la cohérence de la trajectoire suivie, car c'est elle qui, sur la durée, révèle la solidité ou la fragilité d'un projet politique. Derrière les chiffres, les opérations de sécurité et les choix politiques, une question demeure. En quoi cette histoire concerne-t-elle celui qui regarde, où qu'il se trouve? Le premier angle touche au rapport à l'autonomie. Dans de nombreux contextes, des offres attractives, des aides rapides ou des partenariats présentés comme évidents s'accompagnent de conditions implicites. L'épisode de la valise invite à s'interroger sur cette frontière invisible. À quel moment un avantage immédiat commence-t-il à réduire une capacité de décision à long terme? Le deuxième angle concerne la vigilance face aux influences discrètes. Le récit burkinabé met en lumière des mécanismes familiers à d'autres sociétés. Intermédiaires crédibles, discours rassurants, promesses formulées dans l'urgence. En suivant la méthode adoptée par les officiers restés loyaux, le spectateur peut reconnaître des schémas similaires dans des environnements très différents, qu'ils soient institutionnels, professionnels ou économiques. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'affaire montre que la vigilance ne repose pas sur des gestes spectaculaires, mais sur l'attention portée aux détails et aux incohérences. Le troisième angle renvoie à la responsabilité individuelle. L'histoire souligne qu'un petit nombre de décisions prise à des moments précis, peut infléchir une trajectoire collective. Ces choix sont rarement héroïques ou visibles. Ils relèvent souvent d'un refus silencieux, d'un signal transmis, d'un doute exprimé au bon moment. Cette dimension résonne bien au-delà du Burkina Faso. Elle rappelle que la souveraineté, qu'elle soit nationale ou symbolique, dépend aussi de la capacité des individus à questionner ce qui prétend décider à leur place. En reliant ces trois angles, le récit n'impose pas de modèle. Il propose une mise en perspective, comprendre comment des mécanismes lointains peuvent éclairer des situations proches, et comment une histoire nationale peut offrir des clés de lecture universelles. À la suite de l'épisode de la valise, les autorités burkinabées décrivent une ligne d'action destinée à transformer un succès ponctuel en cadre durable. La première étape concerne l'assainissement des flux financiers. Les contrôles sont renforcés sur les circuits où transitaient des fonds présentés comme humanitaires, avec pour objectif de fermer progressivement les canaux opaques. L'efficacité de cette mesure se lie dans la capacité à identifier les transactions suspectes et à réduire leur fréquence, plutôt que dans des annonces spectaculaires. La deuxième étape porte sur la gouvernance des ressources stratégiques. Les contrats miniers font l'objet de renégociations ciblées afin de garantir une part accrue de retombées locales. Les ministères concernés sont chargés d'intégrer ces exigences dans les futurs accords avec des indicateurs simples, part des bénéfices réinvestis et traçabilité des engagements. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette approche vise moins la rupture que la formalisation de règles claires, applicables à tous les partenaires. La troisième étape consiste à institutionnaliser l'expérience acquise. L'affaire de la valise devient un cas d'étude dans les écoles militaires et les administrations, afin de diffuser les méthodes de détection précoce des tentatives d'ingérence. La réussite se mesure à la capacité des unités formées à repérer plus tôt des signaux similaires,
avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Enfin, la feuille de route intègre un volet civique. Les autorités encouragent les médias, les associations et les radios communautaires à jouer un rôle actif dans la vigilance démocratique. La transparence des données et l'acceptation du débat public deviennent des outils à part entière. Cette combinaison d'actions vise à ancrer la souveraineté dans des pratiques quotidiennes plutôt que dans des déclarations ponctuelles. Lorsque la nuit retombe sur Ouagadougou, une image persiste, plus discrète que les discours et plus forte que les chiffres, celle d'officiers qui, dès les premiers instants, ont choisi de ne pas céder, non par bravade, mais par fidélité silencieuse. Ce motif, esquissé dans les scènes initiales, revient ici comme un fil conducteur reliant le calme apparent des débuts à la tension du dénouement. La valise n'était qu'un objet. La décision, elle, appartenait aux hommes. Dans les quartiers populaires, cette histoire circule désormais sous forme de récits fragmentés. On évoque l'officier qui a feint l'hésitation, celui qui a noté chaque détail, celui qui a transmis l'information au moment décisif. Ces anecdotes ne gomment ni les difficultés quotidiennes ni les menaces persistantes. Elles rappellent simplement qu'un basculement n'est jamais inévitable, même lorsque les pressions semblent écrasantes. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette fidélité discrète devient un symbole plus large. Elle incarne l'idée que la souveraineté ne se défend pas seulement dans des déclarations solennelles, mais dans une accumulation de gestes minuscules, souvent invisibles. La phrase qui demeure, au terme du récit, tient en peu de mots: la loyauté n'a pas de prix. Elle résume ce que la valise de 5 milliards aurait pu acheter et ce qu'elle n'a finalement pas obtenu. L'histoire ne s'achève pas avec la saisie d'une valise ni avec une phrase devenue symbole. Elle se prolonge dans une question plus large qui dépasse largement le Burkina Faso. Chaque société, chaque organisation, chaque individu est confronté à un moment ou à un autre à des offres séduisantes, à des opportunités présentées comme évidentes, à des récits déjà prêts à l'emploi. Toutes les valises ne sont pas visibles et toutes ne contiennent pas de l'argent. Certaines prennent certes la forme d'avantages rapides, de compromis discrets ou de décisions facilitées par l'urgence. Ce que ce récit propose, ce n'est pas une leçon à appliquer mécaniquement, mais un réflexe à cultiver. Prendre le temps de regarder ce qui circule, d'interroger les conditions cachées et de mesurer ce qui se joue au-delà du bénéfice immédiat. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'épisode burkinabé rappelle que la souveraineté, qu'elle soit collective ou individuelle, se construit aussi dans la capacité à dire non, même lorsque personne ne regarde. Si cette histoire vous évoque des situations proches ou lointaines, des expériences personnelles ou des débats de société, l'échange reste ouvert. Partager un point de vue, poser une question ou confronter des interprétations fait partie de ce processus. C'est souvent dans ces discussions, calmes mais nécessaires, que se forment les réflexes qui empêchent les récits imposés de s'installer durablement.